en tant qu'Africain, quand il y a un certain nombre de choses, il y a des gens qui sont là pour combattre, qui veulent détruire, qui pensent que la connaissance est blanche. Je me demandais comment est-ce que c'est possible que toutes les formules que nous avons étudiées portent les noms des gens de l'Occident. Et la question que je me posais chaque fois, est-ce que nous n'avons pas contribué en tant qu'Africains? Mon enfance n'était pas facile parce que je n'avais pas grandi avec mon père et avec ma mère. Mon père m'avait abandonné quand j'étais 6 mois dans le ventre. Il y avait des années où j'étais incapable de payer la scolarité, donc j'étais en classe aujourd'hui et demain je suis dehors parce qu'on me mettait souvent dehors. J'ai passé 2 ou 3, 4 jours sans manger. C'était très difficile. Je me souviens qu'il y a une fois, j'avais mangé l'oignon pour 3 jours pour vivre. Je n'avais jamais eu un livre de mathématiques. Ce que je faisais, c'est que quand mon ami avait un livre de mathématiques, je prenais ce livre-là, on étudiait ensemble. Je partais à pied chaque matin à minuit pour aller faire les cours. Je suis de ceux qui pensent que l'Afrique, ou alors les Africains, ne sont pas suffisamment respectés souvent, non pas parce qu'ils n'ont pas accompli de grandes choses, mais très souvent parce que ces grandes choses ne sont pas suffisamment racontées, ne sont pas suffisamment révélées, ne sont pas suffisamment montrées. Nous avons le plaisir et le privilège de recevoir aujourd'hui le professeur Abdon Atangana, qui fait justement partie de ces scientifiques africains qui travaillent, qui se battent pour mettre en avant des travaux de manière excellente. Figurez-vous par exemple qu'en 2017, il a été considéré comme étant le mathématicien le plus cité au monde. En 2019 par exemple, il a été classé comme étant le 2e plus grand mathématicien au monde. C'est juste incroyable. Nous allons discuter avec lui dans 2 parties. Dans la première partie, nous allons comprendre d'où est-ce qu'il vient, dans quel contexte est-ce qu'il a grandi, quelles sont les difficultés par lesquelles il a eu à passer. Nous allons comprendre quelles sont les personnes qui l'ont inspiré, pourquoi est-ce qu'il s'est lancé dans les mathématiques. Et dans la deuxième partie de l'interview, nous allons comprendre pourquoi est-ce qu'il se bat pour promouvoir les mathématiques et la science de manière générale. Nous allons comprendre ces différentes initiatives. Ce sera intéressant, ce sera du Wonder Show. On se donne rendez-vous juste après le générique. À tout de suite. Bonjour professeur Abdon Atangana, comment vous allez? Ça va bien, monsieur Kelvin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est un privilège de vous avoir sur la chaîne Wonder Show. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter pour les quelques personnes qui ne vous connaîtraient pas? Oui, je suis Abdon Atangana, Camerounais. Je suis né à Eling-Fomo et je suis professeur à l'Institut des eaux souterraines à l'Université des États libres de l'Afrique du Sud. C'est une présentation très humble quand on connaît votre parcours, tout ce que vous avez eu à faire, les différentes choses que vous avez eu à réaliser. Vous êtes d'ailleurs aujourd'hui, je l'ai dit dans l'introduction, vous êtes considéré comme étant le 2e plus grand mathématicien au monde. J'aimerais quand même savoir, est-ce que c'est un don, est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert avec le temps, ou alors c'est quelque chose que vous avez construit au fil des années? Est-ce que par exemple au lycée, vous étiez un grand mathématicien, ou alors c'est quelque chose que vous avez construit avec le temps? Je voudrais d'abord vous dire que mon enfance n'était pas facile parce que je n'avais pas grandi avec mon père et avec ma mère. Mon père m'avait abandonné quand j'étais 6 mois dans le ventre. Et puis j'ai grandi avec ma grand-mère et c'est elle qui se battait pour que je parte à l'école. Et j'ai commencé quand j'étais à l'école primaire, les mathématiques étaient mon affaire, c'est-à-dire j'étais bien pour les calculs, mais les langues et les autres, ce n'était pas mon affaire. Donc, quand j'ai fini avec l'école primaire, je suis allé à l'école secondaire. Et là, c'était très difficile parce qu'il y avait des années où j'étais incapable de payer la scolarité. Donc, j'étais en classe aujourd'hui et demain, je suis dehors parce qu'on me mettait souvent dehors. Et parfois, je payais mon argent de scolarité 2 jours avant la fin de l'année ou bien avant les examens. Donc, pendant que j'étais à l'école secondaire, les mathématiques étaient mon affaire. Et pour nous, à cette époque-là, quand quelqu'un avait une bonne note en mathématiques, on le considérait comme le plus grand à l'école. Donc, déjà, ça m'a motivé, mais aussi, je me demandais comment est-ce que c'est possible que toutes les formules que nous avons étudiées portent les noms des gens de l'Occident.
Et la question que je me posais chaque fois, est-ce que nous n'avons pas contribué en tant qu'Africains? Est-ce que les Noirs n'avaient pas contribué en mathématiques? C'est ça donc qui m'a galvanisé, c'est ça qui m'a motivé à considérer être aussi mathématicien. Alors, ma question est la suivante. On peut comprendre que très jeune déjà, vous avez fait ce constat selon lequel, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'Africains qui sont dans les livres de mathématiques, de physique, etc. J'aimerais quand même savoir, est-ce qu'à cette époque-là, vous étiez encouragé par votre grand-mère, comme vous l'avez dit, ou alors par votre entourage, ou alors vous étiez découragé, on vous disait, les mathématiques, ce n'est pas un domaine dans lequel on peut se lancer, ce n'est pas un domaine qui donne de l'argent, etc. En fait, ça c'est une bonne question, Kelvin, parce que quand nous grandissait, on nous disait toujours que les mathématiques, c'est juste pour l'enseignement. Et aussi, vous savez que moi, je suis étonné au Cameroun, normalement, les gars de notre tribu, c'est les gens qui font beaucoup plus les arts. Et moi, j'étais là seul. C'est pas qu'il y avait quelqu'un qui me demandait d'étudier les mathématiques. Je crois que c'est Dieu qui me motivait, pour dire la vérité, parce que les conditions dans lesquelles j'étais ne me permettaient pas. Je n'avais jamais eu un livre de mathématiques. Ce que j'ai fait, c'est que quand mon ami avait un livre de mathématiques, je prenais ce livre-là, on étudiait ensemble. Donc, c'était très difficile. Je ne peux pas dire que j'avais quelqu'un dans mon entourage qui me soutenait, parce que moi, j'ai grandi avec ma grand-mère qui ne connaissait rien des mathématiques de l'école, mais elle faisait tout elle faisait son mieux possible pour que je parte à l'école. C'était une question de concurrence pour moi, si je puis le dire, parce que moi, je voulais être premier en classe. Et je voulais être premier, et il y avait d'autres gars qui voulaient aussi être premier. Ça fait donc on étudiait, et puis concernant les maths, c'était très facile pour moi. Je crois que Dieu m'a donné cette capacité-là, mais les autres trucs comme l'allemand et l'histoire, je n'étais pas bon. Le français, ce n'était pas mon affaire. Waouh, c'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant de vous écouter et de comprendre que vous n'aviez pas à ce moment toutes les conditions nécessaires pour développer votre talent, et vous avez quand même réussi à le faire. Je propose qu'on revienne sur votre parcours. Vous avez commencé à le dire, vous êtes né au Cameroun, vous avez grandi au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement des éléments clés de votre parcours au Cameroun, mais également en Afrique du Sud, parce que vous êtes parti en Afrique du Sud? Oui, premièrement, ce que je puis dire, c'est que je suis allé au lycée d'Obala quand j'ai fini l'école primaire au lycée, à l'école de Lingfomo. Et puis là-bas, c'était très difficile parce que je restais avec quelqu'un de la famille. Et puis, j'ai passé 2 ou 3 4 jours sans manger. C'était très difficile. Wow. Et je me souviens qu'il y a une fois, j'avais mangé l'oignon pour 3 jours pour vivre. Et puis, après ça, je suis parti à Yaoundé pour continuer à faire ma classe de seconde. Déjà, la classe de troisième, ce qui s'est passé, c'est que il fallait que je parte à Obala pour faire les examens, mais aussi le sport. Et je n'avais pas l'argent, je suis allé à pied. Et ma maman m'avait donné 100 francs. 100 francs, c'est-à-dire 100 francs, je dois prendre le transport de Lingfomo à Obala. À l'époque, le transport était 1000 francs. Et avec les 100 francs, il fallait aussi que je vive pendant 3 jours et que je paye. Il y avait quelques sous qu'on me demandait. Et puis, par la foi, je suis arrivé, je suis allé à pied avec un ami qui a décidé de me joindre. Nous sommes arrivés à Obala à pied, de Lingfomo à Obala. Et quand nous sommes arrivés là-bas, tous les amis, oh, Abdon est venu, Nadia. Donc, il y a certains gars qui ont mis un peu de l'argent là, ils m'ont donné, j'avais quelque chose comme 500. Et puis, après les examens, je suis rentré au village. Je suis rentré au village aussi à pied. Et après, j'ai vu, mon nom est sorti à la radio. On a dit que j'ai eu le BPC. C'est comme ça que je suis parti à commencer ma seconde à Yaoundé. Et là, c'était très dur parce qu'on m'a mis dans une école privée et la pension était 100 000. Et pour moi, c'était impossible.
Donc, j'ai presque passé toute la seconde à la maison. Je partais de temps en temps. Je pars, quand il faut composer, je compose. Et puis, c'est comme ça que j'ai fait. Et je me suis retrouvé au cours du soir, collège adventiste. Et là, vous savez, j'étais encore très jeune. Pendant la journée, je me débrouillais avec ma grande sœur pour vendre le savon et le riz. Le riz là, vous voyez le riz, 100 francs là, on met dans le sac. Donc, c'est ça que je faisais au marché de Liguejoa. Et puis, j'ai eu l'entrée en première C et au cours du soir. Et là, c'était très difficile. J'ai pu payer ma pension 2 jours avant l'examen. Et c'était par un miracle. Et puis, je suis chrétien et moi j'ai prié Dieu. Je lui ai dit, je voudrais aller au lycée de Coleton. Et là, c'était un challenge parce que le lycée de Coleton, c'est un lycée de référence. Il faut peut-être avoir les connexions pour être admis. Et moi, j'ai prié Dieu. Je suis allé là-bas, je me souviens encore très bien ce qui s'est passé le jour-là. J'avais les babouches et j'avais une petite culotte qui était déchirée. La secrétaire du proviseur n'a pas voulu me recevoir. Et puis, par miracle, le proviseur Edouard, c'est lui qui était proviseur à l'époque, il a dit que tout le monde de ce côté doit entrer dans mon bureau. Je suis entré, il a reçu tout le monde. Et après, il me demande, mais comment tu as fait pour entrer ici? On a eu une discussion et puis le gars m'a dit, je voudrais te faire comprendre que la terminale C est pleine. Toutes les 2 terminales. Mais je voudrais, à cause de ta foi, ouvrir une terminale C3. Cependant, si tu ne payes pas la pension, après 2 jours, on va fermer cette classe-là. Et Dieu a envoyé un vieux, parce que ma maman était dans un bar, et Dieu a envoyé quelqu'un pour lui donner exactement la somme dont j'avais besoin. Et je suis parti payer ma pension. Et ce qui se passait l'année-là, une femme est venue de la Belgique dans notre église et la femme m'a fait comprendre qu'elle est ma maman. Et elle me dit que Dieu lui a dit qu'elle est ma maman. Et elle me donnait, le lycée de Coleton, c'est un lycée de référence, donc chaque matin, elle me donnait un peu de sous pour prendre le taxi, mais aussi pour aller manger quelque chose. C'est comme ça que j'ai eu mon bac C et je suis allé au lycée à l'université de Yaoundé 1 où je partais à pied chaque matin à minuit pour aller faire les cours. Chaque matin? Oui, parce que ce n'était pas facile comme les gens croient. Ce n'était pas facile parce que moi j'habitais Mangui à l'époque et puis il fallait que je parte parce que si je pars tard, je vais arriver tard et puis je n'aurai pas de place. Ça fait donc que je partais très tôt, je quittais minuit à Manguier, je passais par Eliedjoa, je montais, je traverse Franco Hotel, je passe là, après j'arrive, j'ai oublié déjà les noms, mais l'hôpital militaire, après je monte là, j'arrive à Ngouaikele, c'est comme ça que je faisais. Et c'était dur, je passais beaucoup de jours sans manger. Et un jour, j'ai reçu une lettre, quelqu'un qui dit qu'il est mon oncle et que je dois aller le voir. Je suis arrivé là-bas, la personne m'a dit que j'appelle le directeur des relations extérieures, Caraïbes et Amérique, le docteur Pierre Ndjengue. Et on m'a dit que à partir d'aujourd'hui, ton père est le docteur Pierre Ndjengue parce qu'il est mon oncle. Donc, un jour comme ça, je suis devenu le fils d'un directeur. et là, il m'a dit, quand je suis arrivé dans son bureau, il était étonné, il m'a dit que mais tu es exactement comme mon frère. Et puis, c'est comme ça qu'on m'a dit que je suis devenu son fils. Et un jour, 3 mois après, il est parti en retraite. Et j'ai prié Dieu, je lui ai dit que ça, c'est pas sérieux. Tu ne peux pas m'envoyer quelqu'un pour venir m'aider et lui pas en retraite. Et il semble que Dieu a suivi mes pleurs. Et puis, Dieu l'a mis ambassadeur au Japon, et aussi la Corée du Sud et l'Australie. Je crois qu'il est ambassadeur dans 4 pays. C'est comme ça que
Un jour comme ça, je suis devenu le fils de l'ambassadeur. Et pour la première fois, j'ai eu 25 000 dans mes mains. C'est-à-dire, il m'a donné 25 000 pour prendre le taxi pendant quelques jours. Et c'est comme ça que je suis donc venu ici, en Afrique du Sud. Quand je suis venu ici, c'était pas facile parce qu'il fallait, je n'étais pas bon en anglais, il fallait que j'étudie l'anglais et aussi étudier les mathématiques appliquées. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais vraiment déterminé. Parce que il est donc question maintenant qu'on m'apprend à pêcher. J'ai demandé à mon père de ne pas me donner le poisson. Je lui ai demandé de m'apprendre à pêcher. C'est pour cela qu'il m'envoie ici. Alors quand je pensais à ça, c'était l'école, école, démonstration, démonstration. C'est comme ça que j'ai eu mon honors avec distinction. J'ai eu mon DA Master avec distinction. J'ai eu le doctorat. Après 1 an, 2 ans, j'ai eu mon doctorat. Et c'est comme ça que, comme j'ai eu beaucoup de publications pendant mon doctorat, l'Université de Free State a décidé de me donner une position de postdoc. Après ça, après la position de postdoc, ils ont décidé de me donner une position permanente. Et pendant ce temps-là, moi, je faisais mes recherches, je ne savais même pas que la recherche était importante. La seule chose que je voulais seulement savoir, c'est que mon nom doit aussi être, doit être retrouvé dans l'Internet. Et puis, c'est comme ça que un jour, le doyen est venu, il a dit non, on fait de toi un maître de conférence. C'est comme ça que je suis devenu maître de conférence. 3 mois après, je suis devenu full professor. Incroyable. Je n'en reviens pas. Franchement, c'est une histoire marquée de beaucoup de persévérance, de foi. C'est vraiment impressionnant de se rendre compte que derrière chaque succès se cachent des sortes de difficultés, des sortes d'épreuves. Et aujourd'hui, vous pouvez, je pense, être fier de votre parcours. J'aimerais juste revenir sur vos travaux de recherche. On a compris votre passion pour les mathématiques. Est-ce que de manière globale, vous pouvez nous dire quels sont les principaux travaux sur lesquels vous avez eu à travailler, et si vous me permettez la tautologie? Ok, ça c'est très facile à expliquer. Vous savez, l'une des choses les plus importantes avec les mathématiques, c'est la prédiction. C'est parce que quand nos grands-parents introduisaient, pas ici, mais nos grands-parents introduisaient les concepts mathématiques, c'était de résoudre les problèmes de la nature. Alors, l'une des choses, c'est premièrement d'observer. J'observe ce qui se passe au niveau de la nature. J'essaie d'interpréter ça, transformer ça en termes mathématiques, résoudre l'équation, avoir les solutions, comparer les solutions avec ce que nous avons observé à la nature. S'il y a donc un accord, donc on peut donc passer à la prédiction. Alors, l'une des outils qu'on utilise, c'est le concept de la dérivée. La dérivée d'une fonction me permet de savoir si la fonction est croissante, décroissante ou bien égale, ou bien elle est constante. Alors, la dérivée que nous utilisons pour modéliser ce genre de choses a été introduite par Leibniz et aussi Newton. Et ça a été utilisé dans beaucoup de phénomènes, dans beaucoup de sujets, par exemple la chimie, la physique et d'autres. Ça nous permet d'avoir un modèle, une équation différentielle qui peut être utilisée pour modéliser un problème dans des d'ordre réel. Alors, cette dérivée-là a quelques limitations. Je vous donne un exemple. Si vous prenez par exemple la chair, et vous posez ça quelque part, pour qu'elle se décompose, la chair va se décomposer avec la décomposition va suivre la fonction exponentielle avec indiqué, c'est-à-dire la fonction exponentielle décroissante. Alors, la dérivée classique peut bien décrire ce genre de phénomène. Par exemple, je prends la dérivée y' est égal à moins lambda y, ça me donne la solution qui vérifie ça. Mais si je prends un entier, nombre entier, c'est-à-dire quelqu'un qui est mort, je le dépose là, et je voudrais savoir comment la masse change
en fonction du temps. Vous allez constater avec moi qu'à cause de la chair et à cause de l'eau et du sang qui est à l'intérieur de l'humain, il y aura une décomposition très rapide. Mais après, la décomposition sera très lente à cause des eaux. Donc, ce phénomène-là ne peut pas clairement être modélisé en utilisant une dérivée classique ou bien en utilisant l'équation y' égale à moins lambda y. Alors, il y a eu une discussion entre l'hôpital et Leibniz, qui est le père du concept de la dérivée. Il lui demande si j'ai une dérivée première, dérivée deuxième, troisième, dérivée quatrième. Qu'est-ce qui se passe si j'ai une dérivée énième et que ce n est égal à 0,2 par exemple? Alors le concept de dérivée fractionnaire est né. Et le concept de la dérivée fractionnaire est né. Et la première dérivée qui a été introduite c'est basé sur le travail de Riemann et Liouville. C'est pour cela qu'on appelle ça la dérivée fractionnaire au sens de Riemann et Liouville. Et si je résous l'équation, la dérivée fractionnaire au sens de Riemann et Liouville, de y égale à moins lambda y, je vais obtenir la solution qui est le Mittag-Leffler function. Ce Mittag-Leffler function me permet de décrire ce que je vous disais là, c'est-à-dire une décomposition rapide et une décomposition lente. Alors, mais quand on regarde cette dérivée-là est basée sur le noyau de cette dérivée-là, c'est t à la puissance moins lambda. Et ça signifie que cette dérivée-là peut décrire des phénomènes dans la nature qui correspondent à l'allure qui est t à la puissance moins lambda. On appelle ça power law en anglais. Et j'ai dit, tous les problèmes ne sont pas power law. Tous les problèmes dans la nature ne peuvent pas être power law. Cela signifie qu'on ne peut pas seulement utiliser une seule formule mathématique pour décrire le monde. C'est pour cela que la dérivée classique ne pouvait pas être utilisée en tout. Alors la dérivée au sens de Riemann ou bien au sens de Capito ne peut pas être aussi utilisée pour décrire la nature. C'est pour cela donc que j'ai introduit en 2016 un nouveau concept où au lieu d'utiliser un noyau qui est t à la puissance moins lambda, j'ai plutôt utilisé un noyau qui est qu'on appelle la fonction Mittag-Leffler. Alors, c'est quoi la particularité de la fonction Mittag-Leffler? La particularité de la fonction Mittag-Leffler me permet d'avoir un truc décroissant rapide et très lentement à la fin. Ça signifie qu'il y a deux passages. En anglais, j'appelle ça crossover behavior. A slow behavior and a very fast behavior and a very slow behavior. Donc, cette dérivée-là, je vais donc vous expliquer un certain nombre de choses que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi mon nom sort numéro 1 dans beaucoup de listes. Quand j'ai introduit une dérivée fractionnaire, j'ai introduit un calcul différentiel. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il faudrait d'abord étudier les propriétés de cette dérivée-là, les inégalités associées à cette dérivée-là, les équations différentielles associées à cette dérivée-là, mais aussi les méthodes numériques, comment je peux résoudre les équations qui ont cette dérivée-là, analytiquement et numériquement. Ça fait donc maintenant qu'après ça, je dois maintenant chercher où ça peut être appliqué. Donc, vous constatez avec moi qu'avec une dérivée, j'ai ouvert les portes à beaucoup de travaux. C'est pour cela que les gens utilisent ça dans beaucoup de sujets. Bon, de l'autre côté, quand nous avons une dérivée, nous devons aussi avoir une intégrale. Et j'ai aussi démontré, j'ai trouvé l'intégrale, et cela me permet maintenant d'avoir le calcul intégral. C'est une autre porte. Donc, la dérivée a été appelée Atangana Balueno parce que quand j'ai développé ça, j'ai discuté avec un ami, professeur Balueno, et on a soumis le papier ensemble et ça a été baptisé en notre nom. Et après ça, j'étais content. Tout le monde utilise Atangana Balueno dérivatif. C'est vrai que quand un Africain introduit quelque chose, il y a toujours des résistances venant de l'Occident qui pensent que les mathématiques ou bien c'est seulement quelqu'un de l'Occident qui peut introduire quelque chose qui a une valeur. Wow. Et ils oublient que Dieu a donné la tête à tout le monde.
et que les mathématiques sont dans notre sang. C'est-à-dire avant même la venue des Européens, ici, les Africains faisaient les mathématiques. Vous pouvez voir ce qui s'est passé en Égypte. C'était les Africains. Et il y avait une connexion, il y avait les migrations, les gens partaient de l'Europe, ils venaient ici en Afrique pour voir ce que nous étions en train de faire. C'est seulement que ça n'a pas été documenté. Yes. Alors, après ça, j'étais en train de discuter avec l'un de mes étudiants qui m'a dit, qu'est-ce qui se passe si j'ai un procès qui ne vérifie pas Power Law, Mitacle Flow Function? Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, j'ai introduit un autre concept, une dérivée avec deux ogres. Le premier ogre, c'est l'ogre fractionnaire. Le deuxième ogre, c'est la dimension fractale. J'ai appelé ça fractal fractional dérivatif. Et le fractal fractional dérivatif, ça avec trois noyaux. Le premier noyau, c'est power log, c'est-à-dire qui a la puissance moins alpha. Le deuxième noyau, c'est la fonction exponentielle. Et le troisième noyau, c'est la fonction Mittag-Leffler. Ça fait qu'avec ces trois-là, il y a aussi trois intégrales associées à ça. Ça fait donc que ça nous ouvre les portes à beaucoup d'études. Wow. C'est pour cela que les étudiants ont fait beaucoup de thèses en utilisant ça. C'est pour cela que il y a eu des thèmes de conférences autour de ça. C'est pour cela que il y a eu beaucoup de chapitres autour de ça. Donc, si vous regardez Fractal Fractional sur Internet, vous allez voir, c'est presque partout, c'est appliqué presque partout. Alors, pendant que j'étais en train de toujours réfléchir, mon étudiant est venu une fois et me dit, prof, parce que mes étudiants sont les gens qui travaillent avec l'eau. C'est la pratique, c'est pas juste les mathématiques, les formules. Il me demande, qu'est-ce qui va se passer si nous avons un procès qui a 3 ou 4 phases? Est-ce que nous pouvons utiliser la dérivée de Riemann? Est-ce que nous pouvons utiliser la dérivée de capitaux ou bien la dérivée fractale fractionnelle? Je lui ai dit, je vais réfléchir. Alors, je vous prends un petit exemple pour vous illustrer ce que pourquoi j'ai introduit le concept de la dérivée en escalier. Le concept de la dérivée en escalier, c'est quoi? C'est que je suis à la maison, comme on est en train de parler là, je suis content, on est tous contents, et puis quelqu'un vient, c'est-à-dire, pendant que nous sommes contents là, le rythme de mon cœur, les battements de mon cœur, c'est normal. Et maintenant, si quelqu'un vient avec une mauvaise nouvelle, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un changement de rythme. Mon cœur va commencer à battre de manière désordonnée. Et si j'avais des problèmes avec mon cœur va s'arrêter. Donc, vous voyez que nous avons eu 3 phases. La première phase, le battement normal. Deuxième phase, irrégulier. Et après, ça donne 0. Je ne peux pas capturer ce genre de phénomène en utilisant la dérivée fractionnaire. Et ma motivation, c'est quoi? C'est que la nature a été créée par Dieu. Les hommes ont introduit les mathématiques pour comprendre la nature. Il faut donc être tout près de Dieu pour comprendre la nature. Et savoir que les formules mathématiques ne peuvent pas, une formule mathématique ne peut pas être utilisée pour comprendre toute la nature de Dieu. Donc, il faut changer, il faut sortir du régulier pour apporter des choses nouvelles, pour comprendre la nature. Et j'ai donc introduit ce qu'on appelle une dérivée en escalier. Vous comprenez avec moi que les intégrales vont aussi continuer. Et à partir de là, donc, les questions se posent maintenant. Il y a des gens qui me disent, comment nous allons résoudre ça numériquement? Il faut que j'introduise des méthodes numériques. Comment nous allons démontrer, par exemple, l'existence et l'unicité de l'équation différentielle associée à ce genre de dérivés? Il faut donc introduire ce concept-là. Donc, c'est pour cela qu'à la fin de l'année, je peux me retrouver avec beaucoup de papiers parce qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses à faire avec ce que j'ai introduit. Donc, c'est ça que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Impressionnant. Je pense que les amoureux des mathématiques viennent de recevoir un cours de mathématiques, une classe en mathématiques. Et ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on peut se rendre compte de ce côté en fait pratique des mathématiques, parce que très souvent,
on a cru que les mathématiques, c'était quelque chose d'abstrait, de pas concret, juste des calculs. Et là, de par les exemples que vous donnez, on peut se rendre compte que les mathématiques ont une implication vraiment concrète dans la vie de tous les jours. Je finirai juste avec une question à cause du temps. Je sais que vous êtes très passionné par ce que vous faites, mais vous m'avez dit que vous avez des obligations, donc on va essayer d'accélérer. Non, on peut encore avoir 29 minutes. Yes. J'aimerais juste savoir, enfin, j'ai deux questions. Est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui sans lesquelles vous n'aurez pas pu être ce que vous êtes aujourd'hui? Première des choses. Et deuxième des choses, est-ce qu'il y a des réalisations? Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier aujourd'hui? On finira avec ces deux questions pour la première partie. Ok. Premièrement, je suis fier d'avoir introduit ce genre de concepts qui sont utilisés partout dans le monde entier. Et je suis fier d'avoir gradué 11 doctorants, d'avoir gradué 24 masters en moins de 10 ans. Je suis fier d'avoir un papier qui a été le papier le plus cité au monde en mathématiques en 2017. Je suis fier d'être le jeune de moins de 40 ans qui a été élu comme membre de l'Académie africaine des sciences en mathématiques à moins de 40 ans. Et puis, je suis fier d'être l'un des gars dans le monde qui a été élu comme membre de l'Académie mondiale des sciences à moins de 40 ans. Je suis aussi fier d'avoir eu une médaille de l'Académie mondiale des sciences. Et l'année passée, j'ai eu une autre médaille de l'UNESCO en représentant l'Afrique. Et je suis le seul mathématicien qui l'a eu. Et je suis fier, plus précisément, d'être chrétien, d'appartenir à Dieu. Parce que c'est lui qui est toujours à côté de moi pour me protéger. Parce que c'est pas facile en tant qu'Africain, quand il y a un certain nombre de choses, il y a des gens qui sont là pour combattre, qui veulent détruire, qui pensent que la connaissance est blanche, qui pensent que quand on est né pauvre, on ne peut pas faire l'école, qui pensent que quand on n'est pas soutenu, on ne peut pas faire l'école. Donc, je suis fier d'un certain nombre de choses, donc je ne peux pas tout me rappeler ici, mais je suis fier d'avoir publié plus de 440 papiers. Je suis aussi fier d'avoir publié plus de 7-8 livres en mathématiques. Donc, voilà les choses qui font que je suis un peu fier. Wow! Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots impressionnants, ces mots inspirants que nous allons mettre un terme à cette première partie d'interview. Être fier de ce qu'on est, être fier d'être africain et aussi être fier de contribuer de manière considérable pour l'avancée des sciences. Voilà les propos qu'on peut